Bien Samuel Comblaise, on accueille Christophe Médissier. Ce que j'aime chez Christophe, c'est son professionnalisme. Enfin, je suis reconnu. On se croirait dans la chanson d'Aznavour. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel, je suis ravi de vous revoir Samuel. Vous savez de quoi je vais vous parler aujourd'hui ? Non. Ah, non. Des enfants influenceurs, une autre forme de pornographie, on pourrait peut-être dire. Hein. Question que je vous pose à tous. Vous savez, vous allez découvrir, vous allez voir. Bah oui, et avec nos amis auditeurs. C'est pour ça que je dis que vous êtes un grand professionnel. Mais oui, je suis parti en reportage au pays des enfants influenceurs. C'est très important d'en parler. Très important d'en parler. Il est formidable parce que grâce à lui, moi qui ne suis absolument pas sur les réseaux sociaux, enfin bref, je découvre toutes les semaines une nouvelle aventure. Le top tendance parce que c'est vraiment le sujet actuel. Un sujet à l'actuel et je pense que Samuel, vous allez être passionné et on compte sur vous pour apporter évidemment des éléments puisque e-enfant c'est au cœur de ce sujet. Exactement. Question à tous les deux. Quel est l'âge du YouTuber qui a engrangé le plus d'argent ? Je pose à Brigitte, je crois que vous connaissez la réponse, Samuel, en 2019. Quel est l'âge du YouTuber ? J'en ai aucune idée. 7 ans, Brigitte. D'accord. C'est un petit Américain qui s'appelle Ryan. Ce fameux Ryan, évidemment, Samuel le connaît. Ce Ryan, il a une chaîne YouTube, Brigitte, qui s'appelle Ryan Oui, mais enfin, il y a les parents derrière. Oui, mais alors, on va y venir, Brigitte, on va y venir. Ne déflorez pas toute ma chronique, laissez mon excusez-moi, professionnel, s'il vous plaît. Ça fait si longtemps que j'ai été déflorée, Brigitte, vous savez. il a généré 26 millions de dollars avec sa chaîne YouTube qui s'appelle Ryan's World. Ce jeune homme, c'est un Jordi, quoi. Oui, voilà, on savait comment a fini Jordi, hein, dans la drogue et l'alcool à 18 ans. Normal. Dur d'être un bébé à l'époque, et ben aujourd'hui c'est dur d'être un bébé youtubeur. Alors qu'est-ce que c'est un enfant influenceur ? Le monde ne change pas tant que ça. Voilà, rien de nouveau Il y a une nouvelle mode, Brigitte, qu'on appelle, alors il y a deux mots anglais, il y en a un qui s'appelle le sharenting, hein, c'est-à-dire que c'est les parents, on va y venir aux parents, vous inquiétez pas Brigitte, évidemment que les parents sont derrière, les parents qui partagent la vie familiale sur YouTube ou Insta, la vie familiale avec la vie de leurs enfants. Et évidemment, quid du consentement ou de la validation des enfants quand tu as 4, 6 ou 7 ans, tu fais ce que papa t'a demandé, tu fais ce que ta maman t'a demandé, pour faire plaisir à papa et maman, ou 2, parce que tu as besoin d'être aimé. Hein. Bon. L'autre phénomène, et évidemment Samuel le connaît, c'est ce qu'on appelle le unboxing. Unboxing, alors en bon français, Brigitte, hein, c'est le déballage. Le déballage, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait le petit Ryan ? Boxing de la boîte. Voilà, la boîte. Ça, il déballe des jouets, que évidemment, vous avez bien compris, derrière le business de la grande distribution, type Toys R Us et tout ça, leur donne. Ils déballent des jouets et ils font des commentaires sur ces jouets. C'est ça, faisant des commentaires comme nous, on teste les jouets, exactement, les jouets intimes. Mais exactement. Voilà, mais sauf que quand le petit Ryan, il a 22,9 millions d'abonnés à sa chaîne, vous avez entendu le chiffre, près de 23 millions. Et quel est le mécanisme derrière ? C'est des baby Kardashian. C'est-à-dire qu'autant qu'il y a des influenceurs adultes chez les filles pour tester le maquillage et tout ça, et le phénomène derrière, c'est qu'évidemment, il y a un phénomène de mimésis, identification, hein. Ça devient des stars, donc si lui, il aime, les autres qui sont affidés à la chaîne vont acheter, n'est-ce pas Samuel, hein. Les marques signent des contrats pub énormes. Alors combien ça rapporte ? Il y a eu des études de fait. Vous savez Brigitte que plus tu as de clics sur YouTube, plus il va y avoir de pubs, et plus au clic et au vu, t'es payé. Par exemple, il y a une chaîne de baby influenceurs qui dit qu'il touche 1 500 € pour 800 000 vues. C'est-à-dire que ces chaînes-là, et c'est des chaînes médianes, hein, c'est pas Ryan, hein, je vais vous parler de 2 petites chaînes, de petites jeunettes françaises, font un chiffre d'affaires annuel, vous allez être halluciné, de 500 000 €. Donc on prend d'une certaine manière que des parents quand même qui ont besoin de faire de l'argent. Elles ont quel âge ces gamines ? Alors prenons les 2 stars françaises de ça. Il y en a une, elle s'appelle, je vais vous dire comment elle s'appelle, j'ai son nom là. Mais Samuel, vous les connaissez, alors, hein, votre aidez-moi. professionnalisme, Christophe, il est où là ? Calice, elle a 8 ans. Elle a 8 J'espère au moins qu'on lui a donné un pseudonyme. 500 000 abonnés. J'espère qu'on lui a donné un pseudonyme au moins. J'espère, c'est les parents, hein. Les papa et maman sont derrière. Athéna. Oui. Athéna. Alors qu'est-ce qu'elle a fait Athéna ? Il y a une vue d'Athéna d'une de ses vidéos très connues où Athéna, elle parle des produits dérivés de, attention, le grand film que regardent tous les enfants depuis quelques mois, quelques années, hein, la Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Tous les produits dérivés de la Reine des Neiges dans cette petite vidéo-là, je l'ai regardé en tant que reporter de l'émission, j'ai regardé cette vidéo. Vous tapez une vidéo d'enfant influenceur, faut aimer l'émission de Brigitte Lahaye. Hein. 12 millions de vues. J'étais halluciné, j'ai regardé les vues derrière. Elle a 10 ans. Elle a fait toute une vidéo donc sur tous les produits dérivés de la Reine des Neiges, du film. Mais vous connaissez ça par cœur, Samuel, hein, sur e-enfance. Et donc 12 millions de vues. Et après, évidemment, ils sont payés aussi par les chaînes de cinéma. Oui. Excusez-moi, je vous coupe. Je vous en prie. Ça veut quand même dire une chose, et je ne sais pas ce que vous en pensez, Samuel Comblaise, mais ça veut quand même dire une chose, que la majorité des parents laissent leurs enfants aller sur YouTube tout seuls, etc. Absolument. Non, vous êtes. Et ça, je trouve ça quand même inquiétant, parce que qu'il y ait des
parents tarés qui se servent de leur enfant pour en faire des stars, ça existe depuis la nuit des temps. Judy Garland en sait quelque chose, pour remonter encore avant Jordi. Mais ça montre quand même que les enfants sont livrés à eux-mêmes pour prendre tant de temps à regarder ces conneries. Bon. Alors peut-être sont-ils livrés à eux-mêmes. En tout cas, il y a des moyens de sécuriser tout ça. YouTube, sans lui faire de la pub, a développé un secteur spécifique pour les enfants qui s'appelle YouTube Kids, qui permet normalement de pouvoir accéder à des contenus qui ont été, sélectionnés et qui sont adaptés pour les plus jeunes, réservés aux plus jeunes, et dans lequel il n'y a pas tout ce que Christophe nous explique, et où il n'y a pas de pornographie, d'images violentes, etc. Le problème de YouTube Kids, il y a un grand paradoxe, c'est que les enfants ne veulent pas y aller parce que c'est fait pour les enfants, et que les enfants, ils ont envie qu'on les considère comme des grands et pas comme des petits. Donc il y a ce paradoxe. Alors je parle pas pour les tout petits qui, eux, évidemment, vont faire ce que les parents demandent, mais pour ceux qui sont presque ados, 10, voilà, YouTube Kids, c'est enfant, c'est pas ado. C'est un peu comme faire The Voice Kids ou The Voice Adulte, quelque part. Et ce que vous dites est intéressant, parce qu'il y a ceux qui défendent les parents-enfants et les enfants qui font ça. Alors que disent-ils, ceux qui prennent leur défense? Ils disent, finalement, les enfants prennent ça comme un jeu, et puis ils prennent du plaisir à faire ça, parce que finalement, en plus, ils sont héroïsés, starisés, vous le disiez, Brigitte. Oui, mais c'est dramatique. Finalement, justement. ces mêmes phénomènes, c'est drôle que vous disiez ça, que Judy Garland, qui par la Warner et toutes les chaînes de Hollywood, était enfermée pour faire Le Magicien d'Oz à 3, 4, 5, 6, 7 ans, vous le disiez fort justement. On sait comment elle a et elle est morte aussi, à 45 ans, droguée, alcoolique et tout ça. Revenons. Par contre, il y a des pédopsychiatres, comme Stéphane, Claire Gemme, et Gilbert-Marie Vallet, qui est un collègue de Stéphane, qui dit non, moi je ne suis pas du tout d'accord, c'est dangereux de faire ça aux enfants. Pourquoi? D'abord, les enfants sont objectivés par l'an, mais surtout la relation aux jouets, dit ce monsieur Vallet, et j'ai trouvé ça passionnant dans ce qu'il disait, est déviée. Un jouet pour un enfant, normalement, c'est jouer avec d'une manière normale et avec des copains. Là, la relation au jouet pour l'enfant, c'est le jouet business. C'est le jouet objet à acheter. C'est presque du Pierre Bellemare. C'est téléachat. Non, mais c'est vrai, Brigitte, c'est téléachat à 7 ans, quoi. Et donc, l'enfant, finalement, quelque part, on lui vole une part de son enfance. Est-ce que je me fais bien comprendre? Parce que, non content de plus jouer avec les jouets, et alors moi, ça me fait rire parce que ça me rappelle une anecdote. On parlait en off que pendant que j'étais étudiant, je faisais l'animateur. Et j'avais eu, chers amis, en temps où j'étais animateur dans une colo, un des enfants de Bokassa. Vous vous rappelez Bokassa, le dictateur? Bokassa, Brigitte, il a fait 53 enfants du temps de son vécu. 53. Quand il avec combien de femmes? Avec 40 femmes. Et quand il a été destitué, vous savez qu'il y a plein d'enfants de Bokassa qui étaient restés en France, dans des châteaux de Bokassa. Non, je ne sont tous pas, allés à la DAS. Et comme disait un de ces enfants-là, qui avait été un des 53 ans, il s'appelait Jean-Yves, il était adorable d'ailleurs, il m'avait dit, mais quand on allait chez notre père, on allait avec des limousines dans des grands, pour nous, des grands hangars où il y avait des millions de jouets que pour nous, et on prenait plus de plaisir à avoir des jouets. Et ça m'a fait penser à ça. Alors, revenons-en à nos histoires. Je vous coupe, mais je vous redonne bien sûr la parole. Samuel Comblaise, je crois qu'il faut rappeler qu'un enfant, si on lui laisse pas une part d'imaginaire, on le détruit, quoi. On le détruit. L'imaginaire fait partie évidemment de la vie de l'enfant, et le jeu, et la chronique de Christophe est intéressante de le rappeler. Le jeu, c'est la façon dont l'enfant va se servir pour pouvoir se construire, pour se développer. Et la partie, je dirais, de découverte, de curiosité doit être laissée, je dirais, dans la temporalité du jeune. Parce que là, et d'ailleurs, moi, je vais aller jusqu'à dire que c'est pas mal de laisser aux enfants aussi des objets qu'ils vont créer pour que ce soit des jouets. Transformer en jeu. Exactement. C'est trop de jouets à un enfant, de toute façon, c'est pas bien non plus. Trop de jouets tue le jouet, on pourrait dire. Oui, et là, on n'a pas le temps de découvrir, on n'a pas le temps de vraiment en comprendre le fonctionnement, et puis de se construire grâce aux jouets, puisqu'on passe directement à un autre produit, puisque effectivement, alors, chers amis, pendant longtemps, il y a eu un vide juridique. Un très grand vide. Et on est dans l'actu, là. Et Samuel le sait. Parce que longtemps, des gens ont dit, mais attendez, maintenant, il va falloir statuer. Et là, depuis le 12 février 2020, les politiques ont dit, il y a une nouvelle loi qui vient d'être votée à l'unanimité, ce qui est si rare, il faut le dire, Brigitte, à l'unanimité droite-gauche confondue, pour encadrer le travail, le travail des enfants influenceurs. Bon, les moins de 16 ans maintenant sont soumis aux règles du droit du travail des enfants artistes, Brigitte. Les parents doivent faire attention au temps de travail, et surtout, il y avait la question de la rémunération, parce que ça génère tellement d'argent. Qu'est-ce qu'on en fait quand c'est ton enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans? Et normalement, c'est la loi qui le dit, est-ce que ce sera suivi? En tout cas, je vous dis ce que dit la loi. 90% des revenus générés par l'enfant devront être déposés à la Caisse des dépôts et consignations, et une partie de ces revenus-là, parce que vous parliez de Jordi, on sait que le petit Jordi, il a rien touché de tout ce qu'il avait gagné de dur code d'être un bébé. Bon, l'enfant cache machine. Alors, en conclusion, vous connaissez Michael Stora, le psychanalyste. Lui, il parle carrément, c'est pour ça que j'avais commencé ma chronique là-dessus, de
une forme de prostitution infantile. Il y va clairement, Michael Stora. Il dit, puisque c'est de l'argent généré par des enfants sur l'ordre d'adultes, qui sont les parents, pour moi, c'est une prostitution infantile. Il va même plus loin. Il dit que toute chaîne créée familiale où il y a les enfants avec les parents, pour lui, ça dénote une pathologie dans la famille. Il va jusque-là, Michael Stora. Moi, je me souviens avoir milité à l'époque pour que les mini-miss soient interdites, ce qui a finalement été le cas. Et je crois que là, on n'est pas loin de ce même phénomène. On n'est pas loin. En conclusion, je dirais que qu'est-ce que ça dit de notre époque ? Notre époque est hyper mercantile, hyper ultra-libérale, hyper GAFA-world. Mais c'est surtout qu'on ne sait plus ce que c'est qu'un enfant. Moi, c'est ça qui m'inquiète. J'allais finir là-dessus. Je pense que l'enfance, c'est le moment de l'innocence, c'est le moment de la gratuité, du partage, du don. Et là, on en fait des petits businessmen à 7 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là, quand même ? Et en conclusion, puisque ces gens-là sont sur le score, sur le chiffre, sur le nombre de likes, sur l'ego du chiffre et du nombre, je rappellerai à nos amis auditeurs cette phrase magnifique d'Einstein, et je l'adore tellement, cette phrase, que parfois je finissais mes conférences dessus. Tout ce qui compte ne peut pas être compté, et tout ce qui peut être compté ne compte pas toujours. Jolie. Bravo. Je la connaissais pas, cette phrase de Einstein, mais je vais la reprendre à mon compte, si vous permettez. Je vous l'offre gratuitement. Je peux ajouter un dernier risque à cette pratique, c'est que il faut toujours avoir en tête que l'image des enfants n'appartienne pas aux adultes. C'est-à-dire que quand on filme des enfants qui sont censés faire une forme de publicité, comme on l'a très bien décrit, eh bien ces images, elles sont filmées, et peut-être que dans quelques années, les enfants vont dire, mais moi je regrette que mes parents ils pourraient presque porter plainte sur leurs parents. On en connaît, en tout cas, alors en France il n'y a pas encore trop de cas, mais aux États-Unis on a de plus en plus de situations entendues où les jeunes disent, mais ce que tu as posté de moi quand j'étais tout petit, moi je ne le souhaitais pas, et bien se dire et le dire aux parents que l'image de leurs enfants ne leur appartient pas. On a une délégation de pouvoir, je dirais, pendant le temps de leur minorité, et à 18 ans ils deviendront évidemment maîtres de ce qu'ils voudront faire de leur image, mais avant il faut vraiment réfléchir à deux fois. Et alors là on est peut-être dans un extrême d'utilisation. Faisons attention, parce que bientôt un enfant va pouvoir porter plainte parce qu'on l'a mis au monde. Oui, on est d'accord. mais en tout cas, il faut, je crois quand même, sans aller jusqu'à se dire mon enfant peut porter plainte contre moi, mais quand même toujours réfléchir à deux fois quand on met des photos de ses enfants sur les réseaux sociaux comme ça, qui peuvent être... c'est l'intimité. C'est l'intimité. Et puis alors quand c'est des images joyeuses de vie de famille, pourquoi pas, mais moi je connais autour de moi des jeunes qui me disent, moi par exemple la photo où je suis avec du chocolat plein la tête, et on se moque encore de moi aujourd'hui, beaucoup d'années après. Il y a des gens que je connais qui sont tombés sur ces photos de moi sur internet, et franchement ça me fait pas plaisir, et je le reproche encore aujourd'hui à mes parents. Et c'est d'autant plus vrai, Samuel, que cette vision narcissisation 2.0 quelque part, du like et de l'ego, en fait génère, d'après Stora, et il a raison, on revient à Winnicott, du faux self, et ces enfants-là sont mis en faux self à la Winnicott, que vous connaissez très bien, Brigitte, parce que c'est pas eux là, c'est papa et maman qui m'ont fait faire ça. Donc quelque part, ça peut, comme vous dites, les détruire, comme ça a détruit Jordi. Donc c'est vraiment pas bon. Et franchement, nous à l'émission, on influence l'inverse. Vous êtes d'accord, franchement? Absolument. Ouais. Bravo pour votre professionnalisme, Christophe Médicis. Et je rappelle le titre de votre dernier livre, On est fou, on clique trop. C'est aux éditions d'Angle, bien sûr.